Bonjour. La paresse est universelle et tout aussi généralement mal vue, aussi bien par les parents que par les éducateurs, qui veulent corriger ce qu'ils considèrent comme un défaut chez les enfants. Dans la religion catholique, c'est aussi un des 7 péchés capitaux. Pourtant, les philosophes antiques lui trouvaient des vertus et de tout temps, les artistes, les écrivains ont trouvé une absolue nécessité dans ce temps inoccupé qui est le ferment de leur créativité. Eh bien, regardons ensemble dans les textes de quelques-uns des écrivains francophones ce qu'ils en pensent. Pour ma part, la référence majeure, c'est un petit livre, Le droit à la paresse, paru en 1880 et dû à Paul Lafargue, qui je trouve est une sorte de théoricien du genre. Paul Lafargue était le gendre et le traducteur de Karl Marx, et dans ce livre, il déplore la revendication prolétaire du droit au travail et lui oppose le droit à la paresse, qui, selon lui, devrait être un droit universel. Si, déracinant de son cœur le vice qui la domine et avilit sa nature, la classe ouvrière se levait dans sa force terrible, non pour réclamer les droits de l'homme, qui ne sont que les droits de l'exploitation capitaliste, non pour réclamer le droit au travail, qui n'est que le droit à la misère, mais pour forger une loi d'airain, défendant à tout homme de travailler plus de 3 heures par jour. La vieille terre, frémissant d'allégresse, sentirait bondir en elle un nouvel univers. Mais comment demander à un prolétariat corrompu par la morale capitaliste une résolution virile ? Ô paresse, prends pitié de notre longue misère. Ô paresse, mère des arts et des nobles vertus, sois le baume des angoisses humaines. Eh bien, était-ce une vision utopique ou au contraire était-ce visionnaire ? On peut se poser la question à notre époque où on constate bien tardivement la surexploitation de la terre. Les recommandations de Lafargue pour sauvegarder la planète et en préserver l'harmonie peuvent être entendues. La défense de la paresse est de tous bords politique, car la leçon de paresse que nous donne Paul Morand dans son Éloge du repos, paru en 1937, n'a rien à voir avec une analyse marxiste. Paul Morand était un dilettante professionnel, on va dire, en éternel congé de son poste au ministère des Affaires étrangères, écrivant à ses moments perdus et vivant de la fortune de son épouse. Dans ce livre, il fait profiter de son expérience les nouveaux candidats aux vacances, puisque en 1936, à la suite des longues grèves, le droit au congé payé a été accordé aux salariés. Et donc, il apprend que le repos est un art qui s'apprend et qui se cultive. Et en moraliste, il rappelle que seule la vie intérieure est maîtresse de notre vrai repos. Je disais en introduction que la paresse est nécessaire à la création et le meilleur exemple en est sûrement Marcel Proust. Longtemps, il fut considéré comme un grand paresseux mondain, n'ayant jamais travaillé, dilapidant la fortune familiale. Il remettait sans cesse au lendemain le début de son travail d'écriture et nul mieux que lui l'a analysé, par exemple dans un passage à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Si j'avais été moins décidée à me mettre définitivement au travail, j'aurais peut-être fait un effort pour commencer tout de suite. Mais puisque ma résolution était formelle et qu'avant 24 heures, dans les cadres vides de la journée du lendemain où tout se plaçait si bien parce que je n'y étais pas encore, mes bonnes dispositions se réaliseraient aisément. Il valait mieux ne pas choisir un soir où j'étais mal disposée pour un début. Malheureusement,
le lendemain n'était pas cette journée extérieure et vaste que j'avais attendue dans la fièvre. Quand il était fini, ma paresse et ma lutte pénible contre certains obstacles internes avaient simplement duré 24 heures de plus. Et pourtant, c'est de ce long mûrissement que va jaillir son œuvre et à laquelle il va consacrer les 15 dernières années de sa vie. La paresse nécessaire aux écrivains, c'est aussi très bien ce que explique Françoise Sagan dans un entretien. Françoise Sagan était une écrivaine du XXe siècle. Elle connut le succès très jeune, à 18 ans, lors de la parution de son premier roman Bonjour Tristesse. Mais elle aussi était une grande paresseuse et s'en faisait une sorte de règle de vie. Pour l'ensemble, je n'aime pas les gens qui se vantent de travailler beaucoup ou qui attendent l'inspiration, bref, qui font un numéro d'écrivain. J'utilise toujours ma paresse au maximum. La paresse est nécessaire. C'est beaucoup avec du temps perdu qu'on fait des livres, avec de la rêverie, en ne pensant à rien. Il est très difficile d'être paresseuse. Cela suppose d'avoir assez d'imagination pour ne rien faire. Ensuite, d'avoir assez de confiance en soi pour n'avoir pas mauvaise conscience de n'avoir rien fait. Et enfin, d'avoir assez de goût pour la vie, afin que chaque minute qui passe semble suffisante en elle-même. Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre mon temps, perdre mon temps, vivre à contre-temps. Je pense comme Faulkner que c'est l'oisiveté qui engendre toutes nos vertus, nos qualités les plus supportables, contemplation, égalité d'humeur, paresse, laisser les gens tranquilles, bonne digestion mentale et physique. Et donc, elle conclut, vous avez entendu que, contrairement à l'adage populaire qui dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices, pour elle, c'est au contraire la paresse qui engendre l'oisiveté et qui engendre toutes les vertus. Récemment, l'écrivain haïtien et académicien français Denis Laferrière disait dans une interview qu'il avait beaucoup apprécié ces périodes de confinement qui lui avaient épargné nombre d'obligations quotidiennes et lui avaient donc permis de se laisser aller sans aucun remords à sa paresse naturelle. Pour sa recette, pour travailler sans se fatiguer, c'est faire de sa baignoire son bureau. Si on sait que son premier roman, paru en 1985 et qui tout de suite lui a valu une renommée internationale, s'appelle « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer », et aussi qu'un autre de ses livres s'intitule « L'art presque perdu de ne rien faire », on peut considérer qu'effectivement c'est un sujet qui lui tient à cœur et qu'il en fait peut-être un spécialiste de ce genre. Je ne sais pas si vous connaissez Albert Khosry. C'était un écrivain égyptien, mais qui a écrit en français, et qui, nul mieux que lui, je pense, a mis en application ces principes d'une vie paresseuse avec son œuvre. Pendant 60 ans, il a vécu à Paris, dans une chambre d'hôtel, d'où il ne sortait que pour de rares promenades ou bien pour s'installer à la terrasse d'un café, regardant les gens passer et rêver. À l'activisme occidental, il opposait une ancestrale paresse orientale. Et effectivement, il mourut à 94 ans en ayant écrit que 8 petits livres, des sortes de contes philosophiques d'inspiration le plus souvent autobiographique, et l'un d'entre eux s'appelle « Les fainéants dans la vallée fertile ». Donc vous voyez, déjà le titre est déjà tout un programme, et ça raconte l'histoire d'une famille de paresseux. Et Rafik, l'un des frères, rencontre dans la rue Mimi, un ami d'enfance. Mimi: tu es le seul type intelligent de tout le quartier. Tous les autres sont des ânes. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Dit Rafik. Je connais ta philosophie de la vie, dit Mimi. C'est une chose magnifique.
Dans tout le quartier, on dit beaucoup d'absurdités sur toi et ta famille. Je suis toujours obligée de te défendre. C'est très amusant, dit Rafik. Puis-je savoir ce qu'on dit? On dit que vous êtes tous des fainéants, dit Mimi, que vous croupissez dans une insondable paresse. On raconte aussi une histoire extraordinaire, cela dépasse vraiment les bornes de l'imagination. On raconte que ton frère Galal dort pendant des mois et qu'il faut des tenailles pour lui ouvrir les yeux. Tout cela est bien vrai, dit Rafik. Mon frère Galal dort depuis 7 ans. Il ne se réveille que pour manger. Ah, je l'aime ce type, répond Mimi. Dormir pendant 7 ans. Quel artiste! Tu trouves que c'est un artiste? Certainement. C'est ce que j'essaye d'expliquer aux imbéciles de ce quartier. Ils vous prennent pour des fainéants. Mais c'est la vérité, pourquoi les contredire? Ce sont des ânes, te dis-je. Ils ne comprennent pas toute la beauté qu'il y a dans cette paresse. Vous êtes une famille extraordinaire, et toi, Rafik, tu es le seul homme intelligent du monde. Les poètes aussi ont célébré la paresse de tout temps. On trouve des poèmes à la Renaissance, on trouve chez Verlaine aussi, et également chez Baudelaire, qui écrivait par exemple « Tout enfant, j'ai senti dans mon cœur 2 sentiments contradictoires, l'horreur de la vie et l'extase de la vie. C'est bien le fait d'un paresseux nerveux. » Cette paresse ennuyeuse et féconde, c'est aussi la source de la mélancolie que Baudelaire appellera le spleen. Et c'est cette paresse qui est très souvent évoquée dans ses poèmes, comme par exemple dans un poème des Fleurs du Mal, La Chevelure, où il fait rimer paresse avec ivresse et caresse. Je plongerai ma tête amoureuse d'ivresse dans ce noir océan où l'autre est enfermé. Et mon esprit subtil que le roulis caresse saura vous retrouver, ô féconde paresse, infini bercement du loisir embaumé. Et bien voilà, pour faire une conclusion de paresseuse, j'ai pensé à quelques phrases d'une chanson de Henri Salvador, très populaire dans les années 1960. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os. Au revoir.